On va directement commencer le workshop. Euh, donc, juste avant de commencer le workshop Avionics, jeudi, il y a la soirée au Puge. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est pas trop tard. Ça va être un événement sympa. Moi, malheureusement, je ne pourrais pas y aller, mais je vous invite à le faire. Vous inscrire si vous pouvez. Et deuxième chose, juste pour que vous ayez une idée où est-ce que vous devriez vous situer dans l'avancement de votre projet, là, ce serait bien que vous soyez déjà rencontrés une fois, au moins en équipe. Si vous avez déjà commencé à faire des recherches préliminaires et des petites idées de design, c'est bien. Si vous êtes déjà à faire des prototypes, c'est encore mieux. Mais voilà, comme ça, vous avez une idée. Si vous êtes déjà rencontrés, si vous avez déjà recherché un petit peu la littérature, c'est bien. Euh, et ouais, ce serait bien de continuer, se renseigner un maximum, ça fait jamais de mal, et, euh, et avancer sur le design. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à Alexis qui va vous faire le workshop Avionics. Merci d'être là ce soir aussi. Bonsoir à tous. Moi, c'est Alexis. Je suis le TL en avionics compétition et je vais un peu vous présenter avionics. Du coup, ça, c'est vraiment les bases pour commencer. Et après, vous chercherez vous-même. Mais là, vous comprenez à peu près ce qui se passe. Et à partir de là, vous pourrez vraiment chercher vous-même. Du coup, Table of Contents. Ouais, alors on va un peu vous expliquer déjà en général qu'est-ce que c'est avionics. Et puis, on ne pourra pas vous montrer KiCad parce que, bon, il n'y a pas KiCad sur cet ordinateur, mais on va vous montrer un peu les bases du design schématique et du design de PCB. Donc, qu'est-ce que ça fait Avionics? Euh, voilà. Alors, bon, le rôle principal d'Avionics pour vous, ça sera qu'il va devoir lancer le parachute parce que si votre fusée n'a pas de parachute et s'écrase par terre, bah, vous n'avez pas le L1. Le L1. Euh, Record data, du coup, vous voulez savoir à quelle hauteur est allée votre fusée, ça c'est très important. Et vous voulez aussi savoir s'il y a des choses qui foirent, bah, il faut savoir qu'est-ce qui a foiré. Et partez du principe qu'il vous faut du data pour analyser et que ça va foirer. Euh, Transmit data, du coup, ça c'est la radio. Caméra, c'est un nice to have. Contrôle de moteur, bon, ça normalement vous ne faites pas. Et plein d'autres trucs. Donc, le minimum. Du coup, ça, c'est ce que vous devez avoir pour les parachutes. Ouais, déjà, il faut qu'il s'accroche à la fusée. Bien sûr, il a besoin de batterie et il a besoin d'un microcontrôleur. Alors, un microcontrôleur, c'est un peu le cerveau de tout ça. Du coup, vous pouvez le programmer et il peut faire des inputs et des outputs, en gros. Euh, et du coup, là, vous le programmez, par exemple, pour avoir un timer et envoyer une commande au Pyro Channels pour que ça puisse déployer les charges pyro et ça puisse déployer votre parachute. Tout ça, c'est la base, quoi. Vous mettez juste un timer, il déploie les pyros au bout d'un certain moment. Mais après, vous pouvez faire un peu mieux. Du coup, on a la même base. Vous pouvez mettre des sensors. Du coup, par exemple, des baromètres pour savoir à quelle altitude on est. Vous pouvez mettre des accélérateurs, des accéléromètres, des gyroscopes, plein de trucs. Et puis, bien sûr, vous devez mettre ce data quelque part, donc storage, genre une carte SD. Et ça, c'est très important, les LEDs et buzzers. Alors ça, c'est un peu pour vous indiquer ce que fait la board. C'est un peu le feedback. Et ça, c'est très important au niveau programmation. Pour, du coup, vous programmez un truc, mais vous n'avez pas de output. Ça, c'est bien si vous avez une LED qui vous indique ce que vous avez fait en programmation, si ça marche ou pas, ou un buzzer. Euh, Mettez-le. Ça, c'est un exemple de board qui a été fait pour Avionics en Space Race. Du coup, au milieu, il y a le microcontrôleur. C'est un Arduino, je crois. Des channels Pyro, des sensors. Du coup, là, il y a là, il y a le baromètre. Puis là, il y a le AMU. C'est un Inertial Measurement Unit. C'est genre un gyroscope plus accéléromètre. Et puis des LED et des storage.
Voilà, et ça, c'est un exemple de quelque chose un peu mieux. Pour le moment, vous n'allez pas faire un truc aussi propre que ça. Parce que là, vous voyez que c'est des breakout boards qui ont été attachés à une board custom. Et vous voyez que ce qui est compliqué, au fait, c'est déjà fait avec les breakout boards, du coup, les trucs au-dessus. Et vous, vous avez juste à interfacer tous ces breakout boards. Du coup, ça, vous faites la VNX en bas. Mais là, tout est fait sur une board, quoi. Et ça, c'est un YouTuber qui l'a fait, PPS Space, si vous connaissez. Du coup, là, il y a trois microcontrôleurs qui font tous les trois des choses différentes. Du coup, séparation des tâches, déjà, ça, c'est compliqué. Channel Paro, sensor, LED et télémétrie. Du coup, là, on peut communiquer avec long range radio. C'est très utile. Par exemple, si votre fusée crash et que la carte SD elle pète, bah, vous aurez quand même du data. Et puis là, en bas, il y a les ports de servomoteur. Et du coup, en fait, ce qu'il fait, le YouTuber, c'est qu'il contrôle les fusées pour qu'elles puissent atterrir. Et du coup, il a besoin d'un contrôle actif au niveau des moteurs. Et du coup, les servomoteurs, ils vont un peu changer l'inclinaison du nozzle, ça s'appelle un gimbal. Mais vous n'aurez pas à faire un truc aussi compliqué. Votre fusée, euh, il y aura le recovery et le parachute, quoi. Bon, schématique. Alors, vous avez, ça, c'est un peu le résumé de ce que vous devez faire pour schématique. Du coup, ouais, bon, je commence. Alors, savoir lire une datasheet, ça, c'est une des choses les plus importantes. Euh, du coup, vous avez plein de IC différentes. IC, c'est Integrated Circuit. Et il peut vous faire tout et n'importe quoi, mais il faut savoir comment ça marche. Et du coup, la datasheet va vous donner toutes ces informations-là que vous allez utiliser pour le design. Par exemple, la description générale, ça c'est un timer. Du coup, on lui envoie un signal, ouais, j'ai envie d'avoir un signal au bout de certains temps, et après il va envoyer un autre signal. Et du coup là, déjà la première page, ça donne la description générale. Ça, c'est toujours bien pour comprendre ce qu'il fait. Ça, c'est le pinout. Du coup, ça, c'est un peu tous les pins dont vous disposez pour interfacer avec ce IC. Du coup, dans le schématique, en gros, il y aura un peu ça. Et vous pourrez connecter tous les signaux un par un au pinout. Et vous avez une petite description à chaque fois de ce qu'ils font, à chaque fois chaque pin. Mais après, vous aurez une description plus détaillée dans les pages suivantes. Ça, c'est les maximum ratings. Du coup, des choses importantes, par exemple, c'est le supply voltage. Ça, en digital, souvent, c'est soit 3,3 volts, soit 5 volts, le input. Du coup, bon, c'est bien de savoir lequel c'est, ou s'il peut accepter plus, comme ça, vous pouvez directement le connecter, par exemple, à une batterie. Output current. Euh, Aussi, input current, c'est assez important parce que vous avez besoin de savoir s'il a une grosse demande de current, il faut changer la batterie, par exemple, ou faire en sorte que ouais, la batterie puisse envoyer assez de courant sur le IC. Et puis, il y a d'autres ratings physiques, par exemple la température. Bon, ça, c'est en fonction d'eux. Et ça, c'est, je pense, la page la plus utile. Ça vous montre un peu l'exemple de schématique qu'il faudrait faire. Application, genre une application normale, quoi. Euh, Par exemple, les capacitances qu'il y a là et, et là, ça c'est important que vous les mettiez parce que c'est des capacitances qui sont nécessaires au fonctionnement du IC. Typiquement, ils vont un peu filtrer les inputs dans le IC pour pas qu'il y ait du noise à l'intérieur. Et vous avez aussi des résistances comme ça. Bon, vous pouvez voir à quoi ça sert. Il vous détaille tous les trucs. Mais du coup, déjà, si vous savez pas de où partir, c'est déjà bien de partir avec ça. Et après, vous modifiez en fonction de vos besoins. Mais normalement, vous partez déjà de ça. Alors, ça, c'est le packaging.
Alors pour ce IC, il a un packaging through-hole, THT en gros. Du coup, ça, c'est des composants que vous pouvez souder à la main, enfin avec un fer à souder. Et vous n'avez pas besoin de tout le processus avec un board custom, avec la pâte, le four. Et ça sera pour des IC qui ont ce packaging-là. Du coup, vous voyez que les, euh, les barrettes, les peanuts, ils vont pas vers le bas. Du coup, ils peuvent pas être faits à la main, quoi. Ils peuvent pas être soudés à la main. Enfin, si, vous pouvez, mais ça prend juste beaucoup plus de temps et c'est pas fait pour. Du coup, vous avez ouais, voilà, deux types de soudage, le Surface Mount Device, SMD, et Through-Hole Reflow. Enfin bon, THT, ça se dit plus THT, mais bon. Du coup, voilà, faites gaffe à ce que si vous voulez faire du SMD, c'est juste plus compliqué et il faudra faire la formation, il faudra utiliser la salle de prototypage, etc. Du coup, à vous de voir. Après, si vous avez envie d'un truc qui soit euh, vous pouvez le souder comme ça direct. C'est plus facile d'avoir tout qui est en THT. Alors voilà, c'est la même question là. C'est est-ce qu'on utilise une breakout board ou direct? Alors si vous utilisez directement les composants, vous aurez besoin de justement les souder euh, sur un PCB que vous aurez designé pour ça. Du coup, vous voyez que là, les pads, les pins, ils sont trop, ils sont trop précis pour le faire vous-même, quoi. Enfin, souder vous-même. Du coup, vous pouvez pas vraiment. Enfin, aussi, c'est une question de prototypage. Du coup, ça, vous avez besoin d'un PCB pour l'utiliser, pour interfacer avec. Alors que ça s'appelle une breakout board. Vous soudez juste les headers sur les pins et vous pouvez vraiment le brancher sur un breadboard. Et vous pouvez directement le brancher à un microcontrôleur aussi sur un breadboard et vous pourrez commencer à programmer quoi, et tester. Du coup, je vous conseille euh, déjà de partir avec des breakouts et une fois que tout fonctionne sur des breadboards avec des breakouts, après vous faites votre solution custom sur un PCB. Ou alors vous faites un PCB qui accueille tous les breakouts. Ça vous doit. OK, power supply. Alors vous avez besoin, alors la batterie va pas directement donner les 5 volts ou 3,3 volts. Du coup, vous avez besoin qu'il y ait une petite marge qui donne un voltage un peu plus haut de ce qui est demandé. Du coup, small margin, 1 volt. Vous avez besoin d'une bonne capacité. Ouais, du coup, bon, normal quoi. Enfin, il y a 1 heure de idle time. Il faut que vous fassiez gaffe. Ou alors vous programmez votre Arduino pour qu'il ne consomme pas beaucoup de batterie quand il est idle. Ça vous doit. Current capacity. Ça, par exemple, si vous avez besoin de éjecter des charges pyro, ça aura besoin de pas mal d'ampères, je crois. Du coup, il faut que la batterie puisse supporter ces bursts de courant. Et puis, bien sûr, physical size. Alors ça, c'est une batterie LiPo. Je pense que vous avez le droit d'utiliser ça, mais nous, on n'a pas le droit en compétition parce que ça a explosé la dernière fois, enfin, qu'ils ont utilisé. Et puis, alors, comment est-ce qu'on contrôle voilà, ce voltage de batterie? Comment est-ce qu'on le met à 5 volts, par exemple? Du coup, la plupart des microcontrôleurs, ou enfin les breakout boards qui ont des microcontrôleurs dessus, ils ont ce qu'on appelle un regulator. Du coup, là, je crois que c'est lui. Et lui, il va convertir le voltage qui est fluctué avec les batteries. Il va le convertir avec un 5 volts stable. Euh, mais vous n'en avez pas forcément besoin parce que, par exemple, les pyros, ils peuvent juste prendre autant de power qu'il y a et juste activer et envoyer du power pour les charges. Mais par contre, euh, les trucs comme les microcontrôleurs ou les moteurs servo, eux, ils ont besoin d'un 5 volts stable. Du coup, vous avez besoin d'utiliser un régulateur. Alors, il y a deux types de régulateurs. Euh, il y a déjà les linear regulators. Des fois, on appelle ça des LDO regulators, euh, low dropout regulator. Et ça, en gros, ils vont convertir le input en output voulu
et ils vont perdre l'énergie juste en chaleur. Mais ce qui est bien, c'est que leur output est très stable. Du coup, il y a zéro noise. Du coup, pour tout ce qui est analogique, c'est-à-dire des signaux pas digitaux, quoi, c'est super parce qu'il n'y a pas de noise. Du coup, voilà le schématique. V-in, V-out, plutôt simple. Euh, et les capacitances ici, c'est aussi pour le noise. Et le deuxième régulateur qu'il y a, c'est les buck converters. Alors, il y a buck et boost. Buck, c'est pour ramener le voltage vers le bas. Boost, c'est pour ramener vers le haut. Les buck converters et book converters, en gros, ils utilisent des switches. Je ne peux pas vous expliquer bien, mais vous pouvez voir sur Internet. Ils utilisent des switches pour ramener le voltage vers le bas. Mais du coup, ils ne perdent pas trop d'énergie. Enfin, c'est beaucoup plus efficace que des linear regulators. Mais c'est juste que la output va avoir un ripple. Du coup, c'est pas ouf pour tout ce qui est analogique. Du coup, à vous de voir si vous voulez utiliser ça ou pas en fonction de vos besoins. Alors, le microcontrôleur. Euh, alors, comme je vous ai dit, je vous conseille déjà Breakout. Après, vous pouvez voir des schématiques de ce qu'il y a sur le Breakout et décider de enlever des trucs ou rajouter des trucs en fonction de vos besoins en faisant des PCB discrete. Il faut qu'il soit assez puissant. Bon, normalement, c'est pas trop un problème pour ce que vous faites, à part si vous voulez faire, genre, par exemple, mettre des caméras, ça prend plus de power, processing power. Les GPIO pins, GPIO, je vais vous expliquer plus tard, mais c'est General Purpose Input Output. Du coup, ça, c'est tout ce qui communique avec l'extérieur, du coup, input et output. Et easy to program. Bon, ça serait important aussi. Je pense que vous avez tous commencé par Arduino IDE ou VS Code plus Platformio. Du coup, c'est juste du code Arduino, quoi. Il y a un setup plus loop, c'est hyper clair. Et si vous avez déjà de l'expérience avec ça, vous pouvez passer sur quelque chose de plus compliqué. Mais ça, vous saurez chercher vous-même. Alors là, on a quatre types de microcontrôleurs. Du coup, tout à gauche, c'est un microcontrôleur Arduino. Juste à droite, c'est Teensy. Alors, Teensy, il est plus puissant que l'Arduino, mais il est aussi facile à programmer. Du coup, à vous de voir. Raspberry Pi, Pico, c'est un microcontrôleur fait par Raspberry Pi. Du coup, si vous avez déjà de l'expérience avec Raspberry Pi et que vous aimez bien tout ça, vous pouvez peut-être acheter ça. Et tout à droite, c'est quelque chose qui est plus utilisé en industrie. C'est un ST microélectronique nucléo. Du coup, ça, c'est un peu plus poussé. Si vous avez déjà de l'expérience avec Arduino, tout ça, vous pouvez peut-être expérimenter avec le nucléo. Mais c'est plus dur à programmer, il y a plus d'options, c'est plus rapide. C'est pas pour les beginners, quoi. Euh, voilà, GPIO. Euh, du coup, ça, il faut que vous fassiez gaffe à ce que les pins, vous avez tous les pins dont vous avez besoin pour votre usage. Et vous, par exemple, si vous avez besoin d'un convertisseur analogique à digital sur votre microcontrôleur, il faut que vous fassiez attention qu'il y a des pins qui acceptent ça. Du coup, là, vous voyez qu'il y a les pins analogues marqués par ADC, là. Et eux, ils vont pouvoir juste prendre de l'analogue et le convertir en signal utile digital sur le microcontrôleur. Et vous avez aussi, par exemple, ça, SCOK, MISO, ça sera pour des protocoles de communication. Du coup, en fonction des protocoles de communication que vous allez utiliser, il faut que vous fassiez gaffe à ce qu'il y ait bien les pins pour. Voilà. Alors, les LED, c'est très simple. Vous avez juste une LED plus une résistance pour contrôler le courant qui va à travers cette LED. Et vraiment, vous initialisez dans le software, vous initialisez le output, enfin le pin comme un output. Et puis vous disiez, ouais, on veut que ça soit haut ou bas, c'est tout. Les buzzers, c'est un peu plus compliqué parce que ça utilise ce qu'on appelle PWM, Pulse Width Modulation. Du coup, en fonction du pourcentage du signal qui est high, la fréquence du buzzer va changer. Et ça, c'est les moteurs cerveau, ils utilisent le même protocole PWM. Du coup, en fonction du pourcentage,
le moteur il va plus ou moins être activé, quoi. L'angle va être changé. Du coup, mais par contre, pour brancher, c'est plutôt simple. Tout ce qui est composants, vous avez souvent, enfin, vous avez tout le temps des librairies pour communiquer avec en software. Du coup, là, par exemple, là, la librairie pour le buzzer, il est inclus dans Arduino lui-même et c'est juste tone. Et vous mettez juste la fréquence là. Bien sûr, vous devez setup le truc en output. Alors, un bouton ou un switch, il faut que vous bon, le branchement, c'est simple, mais il faut que vous mettiez bien sûr en input. Et là, il dit input pull-up. Ça veut dire que le pin là, il est de base, il est en haut, il est à 1. Et dès que vous connectez, enfin, dès que vous poussez le bouton, en fait, vu que ça va connecter à ground, le signal va être mis à bas. Du coup, là, il détecte que le signal est ramené vers le bas. Et vous voulez, enfin, ça lit le signal, quoi. Mais du coup, s'il n'y a rien qui se passe, le signal, il sera ramené vers le haut. Et comme ça, le bouton, il pourra faire effet. Alors, les sensors. Il y a quelques sensors communs. Du coup, le baromètre, la MU, je vous ai déjà parlé de ça. Le GNSS. Du coup, ça, si vous voulez savoir où est votre fusée, ou alors quand elle a atterri, vous voulez savoir où est-ce qu'elle a atterri, c'est très utile, etc. Alors là, on passe sur les protocoles de communication. Ça, c'est IKRC. C'est le protocole le plus utilisé et moi, je dirais le meilleur. C'est juste plus simple à utiliser que les autres et plus rapide aussi. Alors, c'est très simple. On connecte juste le signal de clock et le signal de data du microcontrôleur qui sera le master à tous les autres slaves. Vous pouvez avoir plusieurs masters, mais dans votre cas, ce serait juste un master plus des slaves. Du coup, les slaves, ça peut être par exemple les sensors. Ouais, les sensors. Euh, et puis là, les résistances qu'il y a là, en fait, c'est la même chose que le bouton. Ces résistances, elles servent à ramener le signal vers le haut quand il y a rien qui se passe. Et quand ils communiquent, le microcontrôleur ou les slaves, quand ils envoient des signaux, en fait, ils vont juste ramener le signal vers le bas. Et après, quand ils veulent que ça revienne vers le haut, ils font rien. Et ça va juste automatiquement être ramené vers le haut grâce à ces pull-up resistors. Du coup, ça, c'est important que vous le mettiez dans n'importe quel circuit que vous allez faire, si vous mettez du I2C. SPI, c'est genre le deuxième protocole le plus utilisé. Euh, il est plus lent, je crois. Enfin, vous pouvez le faire aussi rapide que IKRC, mais c'est juste plus compliqué parce que il y a déjà plus de câbles. Et pour chaque slave, vous avez besoin d'un câble spécifique pour lui. Et ça, c'est le chip select. Et ça, en gros, il dit, c'est le master qui va dire, ouais, là, je communique vers toi. Et les autres, ils peuvent juste ignorer du coup. Alors que IKRC, il va envoyer une adresse. euh, et après, si le slave reconnaît cette adresse, il va envoyer oui, c'est moi. Et après, ils pourront communiquer entre eux. Euh, mais après, vous voyez que vous avez pas besoin de mettre une résistance. Bon, c'est bien. Euh, du coup, le SPI, normalement, euh, enfin, moi, je l'utilise que quand j'en ai besoin, mais souvent, il y a des composants, par exemple, des radio modules. Je sais pas pourquoi, il y a qu'en SPI. Du coup, faut quand même que vous l'utilisiez, quoi. Alors, les pyros, comment est-ce qu'on active les pyros? Du coup, là, vous voyez que le connecteur, là, il est juste activé au pyro qui sera quelque part. Et vous voulez qu'il y ait du courant qui passe par là. Et... Mais que quand vous avez envie qu'il y ait du courant. Donc, comment est-ce qu'on contrôle? On envoie un signal digital sur ça. C'est un transistor, pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le transistor, c'est un peu comme un bouton. Dès qu'on envoie du signal, il va, il va ouvrir le canal pour le courant qui passe là, quoi. Du coup, dès qu'il y a un courant là, enfin non, dès qu'il y a un signal là de high, là, le courant peut passer.
Du coup, vous voyez que dès qu'il y a un signal high là, bah, du coup là, ici, ça sera connecté au ground, parce que là, le signal va passer. Du coup, là, ça sera ground, et du coup, là, le courant pourra passer à travers là, du V batterie au ground. Et c'est résistant. Enfin, oui. Alors, R1, pull down resistor, ça, c'est un peu la même chose que les pull up resistors, c'est juste que de base, le signal sera vers le bas. Et comme ça, on va vraiment juste envoyer le signal digital vers le transistor que quand on a envie. Et sinon, le reste du temps, il va être bas. Du coup, il n'y aura pas de surprise. Et le R2, c'est la résistance qui contrôle le courant qu'on a envie de mettre à travers les channels parallèles. Et du coup, là, vous faites le calcul des batteries euh, moins ground divisé par R, ça sera le courant. Voilà. Ouais, du coup, mettez pas plus de 2 ampères euh, parce que sinon le truc il brûle et, euh, et ça pète. Et du coup, c'est pas bien. Ouais, alors ça, c'est juste une explication un peu plus graphique du transistor. Du coup, vous voyez qu'à 0 volts, l'ampoule n'est pas allumée. Mais là, à 5 volts, l'ampoule s'allume. Voilà. Alors, transistor. Il y a des choses. Alors, vous pouvez soit utiliser un transistor, soit utiliser un relais. J'ai pas marqué relais dans ce slide. Du coup, si vous voulez bien le noter, ce serait bien. Mais un relais, ça fait un peu la même chose qu'un transistor. C'est genre un switch. On envoie un signal digital, genre à 5 volts, et ça envoie un signal. Enfin, ça ouvre le canal pour un signal à plus haut voltage. Mais bon, si vous voulez utiliser un MOSFET, il faut que vous fassiez gaffe à plusieurs trucs. Par exemple, le ID, Drain Current, ça c'est ID là, c'est le courant qui passe par là. Ouais, juste un truc par rapport au relais. Vous pouvez pas mettre vos relais sur les pyros parce que dans certains cas, lors de l'accélération de la fusée, le relais il peut basculer. Donc, c'est juste ce que je dis. Je sais pas, pour Norden, ils ont utilisé des relais, mais. Ok. Je sais que l'année dernière, il y avait eu le problème où c'est pas passé avec le relais. Donc, faites gaffe à ça. Moi, je déconseille les relais. Ok. Bah, probablement si tu utilises un bon relais, ça marche, mais Ouais. je sais pas. Je pense de façon générale. Ouais. Si Euh, mais bon, pour les transistors, il faut que vous fassiez gaffe à ce qu'il y ait assez de courant qui puisse passer à travers ID, du coup, là. Parce que là, clairement, il peut pas faire 2 ampères, là. Il fait 300 milliampères, c'est pas assez. Il faut que vous fassiez gaffe le threshold voltage, c'est genre le voltage qu'on doit mettre pour que le transistor s'active. C'est genre le voltage qu'on va mettre pour la logique. Du coup, là, vous voyez, le package, bon, c'est comme ça. Du coup, là, c'est un THT. Vous pouvez vous pouvez mettre sur un breadboard. Vous pouvez prototyper avec. Alors, storage. Soit ça, c'est une breakout board qui communique avec un SD card. Et là, il y a le IC qui communique avec le SD card. Euh, et puis là, je crois que c'est SPI. Ou alors, vous pouvez utiliser un chip flash. Je crois que ça, c'est flash. Et du coup, là, ça communique en IPRC. Bon, SD card, c'est pas mal parce que après, vous pouvez le brancher sur votre ordinateur et voir directement les données. Alors que Flash, il faudra que vous connectiez avec le microcontrôleur et que le microcontrôleur vous envoie les données. Ça vous fait une étape en plus. Bon, on passe sur le PCB design. Alors, il y a beaucoup d'informations dans ces slides. Du coup, vous pourrez voir plus tard quand vous serez en train de vraiment le faire. Euh, mais je vais vous donner un peu une idée de ce que c'est. Malheureusement, justement, on n'a pas l'application là qui CAD. Du coup, je ne peux pas vous montrer vraiment en faisant le truc, mais bon, on fait comme ça. Alors, quant au design des PCB, euh, et qu'on veut choisir des résistors, le standard, c'est de choisir des valeurs de cette série-là. Du coup, euh,
la plupart du temps, on choisit des résistances qui sont rounded up parce que euh, moins de courant, c'est plus safe que trop de courant. Normalement, ça marche en digital, ça va. Euh, bon, ça, c'est des détails. Si vous voulez créer vos symboles, vous pouvez suivre ces trucs. Mais, mais normalement, tous les composants, il y a des librairies sur Internet qui vous donnent les pinouts, par exemple, ceux-là. Et le footprint, du coup, le footprint, le, le- c'est en gros un schéma physique de la taille que ça va prendre sur votre PCB. Et du coup, ça, vous devez prendre par Internet aussi. Et après, vous le mettez sur KiCad. Et puis, vous pouvez placer le composant, du coup. Et faites gaffe à ce que votre schématique soit clair. Bon, ça, c'est pas le pire, mais ça peut aller vraiment très loin. Ça peut être vraiment illisible. Du coup, je vous conseille vraiment d'avoir des sections, nommer vos sections et même avoir des différentes pages par module dans votre PCB. Par exemple, il y a un module microcontrôleur, il y a un module sensor, etc. Et séparez tous vos trucs parce que c'est pas que vous qui regardez vos schematics. Et si vous voulez que vos teammates comprennent ce que vous avez fait, euh, il faut que tout soit clair, quoi. Ouais, alors footprint, j'en ai déjà parlé. Normalement, vous n'aurez pas à créer des footprints. Normalement, vous installez de l'Internet. Et puis, les PCB layers, du coup, ça, c'est les layers les plus importants. Alors, Hcode, c'est juste pour définir la dimensionnalité du PCB. Le cuivre, c'est pour c'est pour connecter les signaux ensemble. Du coup, le PCB le plus simple, il y a juste deux layers de cuivre, front et back. Et vous pouvez connecter vos pins avec le layer de cuivre. Euh, et puis, c- ça, vous verrez, enfin, courtyard, c'est un peu la taille que ça prend. Les composants, du coup, c'est un peu une limitation pour pas que vous ayez des composants qui se mettent, qui s'imbriquent les uns sur les autres. Et Fab, c'est pour quand vous voulez souder votre board. Ça vous montre un peu les informations des boards sur le PCB, sur KiCad. Mais après, je vous conseille d'installer un plugin pour simplifier votre vie quand vous soudez. Ça s'appelle BOM HTML. Bon, je vais peut-être le noter là et vous aurez les slides plus tard. Alors, ça, vous suivrez quand vous aurez fini vos designs. Mais bon, en gros, les Gerber files, c'est le fichier qui montre, qui indique à celui qui va manufacturer le PCB la dimensionnalité des choses, ou qu'est-ce qui est passé où, etc. Et du coup, si vous envoyez juste le Gerber file au manufactureur en Chine, il pourra vous créer la board et vous l'envoyer au bout d'une semaine. Euh, les PCB views, c'est c'est pour les documentations. Du coup, si vous voulez avoir un PDF de vos layers, vous pouvez suivre ça. Assembly view, je crois que c'est un peu la même chose. Et Bill of Materials, c'est ce que vous allez envoyer aussi probablement en Chine pour qu'ils vous envoient des composants. Et du coup, c'est un peu une liste Excel de tous les composants que vous allez utiliser. Et le truc dont je vous parlais, le plugin là, BOM HTML, ça c'est pour avoir la board et le BOM côte à côte quand vous soudez. Et du coup, ça c'est hyper utile. Comme ça, vous savez où sont quels composants et où. Et quand vous soudez, enfin, vous allez voir. Ah. Et puis ça, vous suivrez quand vous serez à ce stade. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Du coup, vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, j'aurais deux, trois points que j'aimerais mentionner, pour être exact.
4 et demi. Donc, il y a des trucs par rapport à votre AVNX. C'est important parce que de base, c'est pas ouf lors des lancements de colis d'avoir des AVNX custom. Donc, point numéro 1. Donc, testez votre AVNX. Si vous utilisez un baromètre, ce qui est relativement recommandé parce que c'est simple pour connaître l'altitude et l'apogée, il y a un test classique, c'est ascenseur, vous montez et vous descendez, et quand vous arrivez à l'apogée, ou bien quand vous commencez à redescendre, c'est censé activer votre pyro de votre main, de votre drogue, qui devrait être déployé à l'apogée euh, de façon générale. On va vous demander une vidéo pour ça, ce test, donc, et c'est ça. Votre AVNX, vous voulez avoir accès vraiment facilement dans la structure. Les deux S. Oui. On veut avoir accès à l'AVNX. Donc, réfléchissez dans votre structure à faire un truc où il y a moyen de facilement accéder à la board pour changer du code facilement et rapidement. Il faut que vous puissiez activer votre AVNX avant le lancement, parce que ça c'est le point numéro 3. La durée de vie, vous prévoyez 3 à 4 heures d'autonomie, parce que le jour du lancement, c'est un peu chaotique. C'est possible que vous mettiez votre fusée sur le launchpad et qu'ensuite vous deviez l'enlever, la remettre, et il peut s'écouler pas mal de temps, et ce serait vraiment dommage que finalement votre NX ne fonctionne pas, vous ne puissiez pas lancer parce que vous n'avez pas assez d'autonomie. Donc pensez à ça. Donc on va rester dans le même sujet. Ça c'est par rapport au CANSAT. Donc ce que je dis là, normalement on va vous update pour Slack aussi. CANSAT, ils ont des problèmes de température avec leur CANSAT lorsque c'est exposé au soleil. Donc évitez le noir à l'endroit où il y aura la CANSAT, parce que ça a été testé que leur AVNX ne fonctionne pas à 80 degrés et ça peut monter à cette température-là. Donc, si vous arrivez à mettre une surface réfléchissante à cet endroit-là, ou en tout cas en blanc, pas du noir, faites-le. Un point maintenant qui est juste plus général, donc le 5e point, documenter ce que vous faites, documenter vos tests. Donc quand je dis documenter, c'est prenez votre appareil, votre téléphone et faites des photos. C'est important, c'est pas juste pour le flex, ça va permettre de tracer ce qui s'est passé durant les années à Space Race, et juste pour vous, si vous faites un CV après, vous voulez mentionner Space Race, ce que vous avez fait, avoir des photos, c'est vraiment utile. Les gens ils comprennent mieux ce que vous avez fait si vous pouvez être là. Ah ouais, ben là, on faisait un test et on éjectait The Nose Cone. C'est pas très clair. Si vous voyez une image d'un cylindre avec un truc, c'est beaucoup plus clair. Donc, prenez des photos. On vous a rajouté sur le Drive dans des folders et un folder photo. Donc, uploader là, c'est pratique. Et après, pour nous, quand on fait des présentations sur Space Race, on vient piquer dans nos photos et c'est cool. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire. Je l'ai dit à l'oral, là, peut-être que vous allez oublier. C'est vrai que j'ai aussi noté. Ah, mince. Je sais qu'on donne beaucoup d'infos sur le Slack et que c'est pas toujours évident de tout suivre. Les trucs qui sont vraiment importants, ils risquent de vous empêcher de lancer. On essaie de les répéter plusieurs fois. Mais le wiki en particulier, c'est bien de le dire et d'être au clair avec les requirements. Normalement, ça ne devrait pas changer, mais si on vient modifier, on mettra des messages sur Slack, sur le général. Et le point 6, c'est il y a un channel.
il y a des petites infos sympas qui sont mentionnées là. Si vous n'êtes pas dessus, je vous invite à rejoindre ce channel sur Slack. Merci. C'est tout bon. Tu m'entends? Ça peut pas faire parce que, je trouve que oui. Moi, oui, tu peux faire ça. Mais ça dépend. Qu'est-ce que tu veux? Moi, ça donne parce que, en fait, tu peux rencontrer. Ouais. Donc, là, on va tout chaque fois, non, mais c'est parce que l'autre, voilà. Il a fait. Donc, on va